Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on voit equities plus gold. Ça veut dire qu'il y a de la croissance dans un État qui est en perte de vitesse parce qu'il est en train de sacrifier sa monnaie. Donc, il est en train de sacrifier sa souveraineté. Et habituellement, moi j'ai l'impression, on en a un peu parlé, c'est que ça se passait pas trop comme ça, parce que globalement, quand un État perdait de sa souveraineté, il y avait souvent des guerres qui allaient avec, et on faisait tout péter. Donc quand il n'y a plus d'usines, forcément la croissance va beaucoup moins bien. Mais en Turquie, où j'ai eu l'occasion d'aller faire un peu de business, on voit les commerçants, c'est-à-dire les gens du privé et les salariés des gens du privé qui gagnent très bien leur vie et qui arrivent à faire 4-5% de croissance par an, pendant que les gens dépendants à la monnaie sont en train de crever dans les rues. Parce qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat qui est assez extraordinaire. Et ça, c'est peut-être un nouveau modèle. Du coup, vous avez fait un article aussi là-dessus, Charles. C'est de dire, mais quel est ce monde dans lequel on détruit les États sans détruire le capital ? C'est un modèle assez rusé, assez difficile. Mais comme vous l'avez dit fort justement, le problème, c'est la guerre. Bombs are bad for bonds. Si je me permets. À partir du moment où les bombes tombent, il est rare que les marchés obligataires montent. Et c'est là où on est. Mais ce que dit Didier est extraordinairement important, c'est-à-dire cette histoire d'actifs centralisés contre décentralisés. C'est un élément extraordinairement important. Ça, si vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous ne comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui est possible. Vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous ne comprenez rien. Et puis vous endormez en 1990, vous vous réveillerez en 2030, vous ne comprendrez rien. Nous sommes dans une période de changement politique qui vont faire sauter toutes nos monnaies. À chacune de ces grands changements, vous avez 2 ou 3 des grandes monnaies qui ont sauté. Le franc français dans les années 1790, le Deutsche Mark, le rouble, etc. dans les années suivantes. Et là, maintenant, la question, c'est lesquels vont sauter. Moi, on peut prendre des paris, mais je sais qu'il y en a qui vont sauter. De ces grandes monnaies, c'est certain. Moi, mon pari, c'est l'euro. Parce que c'est un tel Frankenstein financier que je vois Boris soulever. Mais... Et est-ce qu'on peut voir un lien? Avant, les guerres, c'était surtout pour prendre des ressources. Donc en 14, quand on s'intéresse vraiment à l'Alsace et la Lorraine, bon, pourquoi pas. En Ukraine, on peut suspecter qu'il y ait quelques transactions d'arrière-cour avec des prêts qui soient collatéralisés éventuellement par des contreparties foncières le jour où le prêt ne serait pas remboursé. Je ne sais pas, mais ça me semblerait logique. Est-ce que le fait que bombarder la Silicon Valley, ça n'a aucun intérêt parce que ça ne permet pas de choper Apple, ça a un lien avec cette histoire où globalement, maintenant, on peut détruire les États sans détruire le capital? Je crois qu'il y a autre chose, c'est qu'autrefois, vous savez, c'est une vieille plaisanterie, c'est que les guerres, ça servait aux vieux messieurs à envoyer les jeunes hommes à se faire tuer pour garder les femelles. C'était le but principal des guerres. Je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, mais il n'y a plus de jeunes hommes. Il n'y a plus personne à les faire tuer. Si vous voulez, en Italie aujourd'hui, un petit enfant a 4 grands-parents, vous me direz c'est pas bien étonnant, mais il est seul petit enfant de ses 4 grands-parents. Ça veut dire, vous vous rendez compte ce que ça veut dire si on le fait tuer? C'est pas acceptable. Si vous en aviez 6 ou 7 autrefois, il y en a un qui passait à la trappe ou 2, bon. Donc je veux dire par là, c'est que je me demande si dans une période de croissance démographique très forte comme ça dans laquelle on rentre, il peut y avoir des guerres. Et la même chose en Chine, Charles, peut-être. Oui. Et le même problème en Chine. Il y a le même problème en Chine. Mais alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a des tas d'immigration chez nous qui ont plein d'enfants. Et donc, c'est un de nos problèmes, c'est que c'est pas simplement que ce soit des civilisations différentes, c'est qu'ils ont des natalités différentes. Donc, ça va amener des problèmes aussi. Et ça va pas aider à la société à devenir plus stable. Donc, il faut retourner vers l'élément le plus petit, l'individu. C'est essayer de parier sur acheter des obligations de la Commission européenne, ça me semblerait d'une imbécilité totale, parce que d'ici quelques temps, ça ne vaudra rien. L'illustration de ce graphe, c'est le portefeuille Brown, c'est-à-dire qui a été inventé par le Harry Brown il y a, je sais pas, une 50aine d'années, et qui dit qu'un portefeuille permanent, stable, c'est 4 quarts, avec 1 quart d'action, 1 quart d'obligations longues, 1 quart de cash et 1 quart d'or. Donc déjà, à l'époque, il avait dit, si vous faites ça, vous aurez une super stabilité. Bon, et il a raison. On l'a réétudié en tous les sens, la stabilité est remarquable. Alors, deux remarques. 4% réel partout. Oui, alors peut-être, je vais peut-être montrer 1 ou 2 graphes là-dessus avant d'arriver à la guerre. Voilà, ça c'est le portefeuille Brown aux États-Unis. Et en face, en dessous, en pointillé, vous avez inflation plus 4% par an ou plus 4,3%. Donc vous voyez que ce portefeuille est de stabilité extraordinaire. Il vous rapporte inflation plus, donc voilà. Donc
Ce portefeuille est très très intéressant pour ça. Et puis en plus, il marche partout. Alors, à étudier sur tous les pays du monde, il marche partout. On prend les indices locaux. Donc, c'est l'indice de stabilité. On a beaucoup travaillé dessus avec Charles parce qu'on cherchait dans les marchés un invariant. Parce que ça, c'est une démarche scientifique. Vous cherchez toujours quelque chose qui ne varie pas en sciences. Toutes les équations de mathématiques, c'est à gauche, c'est très compliqué, f de blablabla, et à droite, c'est égal 0. C'est toujours un invariant. C'est ça, les mathématiques, voilà. C'est un 0. Donc, on cherchait le égal 0. Et en fait, ce portefeuille a l'air de ressembler à l'égal 0. On a fait beaucoup de travail au-dessus, et puis vous avez écrit un livre dessus qui va sortir. Mais c'était juste pour arriver au fait qu'en France, vous voyez, là, on remonte très loin, on remonte à 1840. Il vous fait inflation plus 3. Il fait un peu moins bien que les 50 dernières années ailleurs, mais inflation plus 3, inflation, quels que soient les moments. Quels que soient les systèmes monétaires, sauf les guerres. Donc les guerres détruisent monstrueusement, ils détruisent le capital fixe et ils détruisent l'épargne. Donc c'est la preuve que le risque majeur dans toutes ces choses-là, c'est la destruction ce sont les guerres sur son territoire, parce que c'est là où ça détruit, et c'est lié à quoi ? C'est lié à l'effondrement des actifs centralisés. C'est ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que les bonds et le cash perdent 97-100% de sa valeur. Et si vous avez de l'or, au moins, quand vous avez un portefeuille bond, vous avez 25% en or tout le temps. Donc il vous reste un quart de ce que vous aviez, c'est mieux que rien. Mais les chiffres montrent qu'aujourd'hui, les familles office au niveau mondial n'ont même pas 1% sur l'or. Ils ont rien. Et ils ont 35% sur le private equity. Si on est un peu contrarien, on sait où est-ce qu'on a envie de mettre de l'argent d'un côté, où est-ce qu'on n'a pas envie d'en mettre de l'autre. Et puis surtout, je ne vois pas comment le private equity qui est censé donner du 12 ou 13%, ils vont pas, le moment où les gens auront besoin d'argent, le private equity, il va retourner à sa vraie valeur. Ce que dit Warren Buffett, c'est l'escroquerie la plus importante qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité, le private equity. Vous avez raison sur le 1% ou 2%, parce que ce qui est tout à fait surprenant pour un gérant dans le portefeuille Brown, c'est qu'il vous affirme qu'il faut un quart d'or dans votre portefeuille. Si vous voulez atteindre la sérénité, il vous faut un quart d'or, 25%. C'est absolument gigantesque. Et en fait, la plupart des gens se disent, mais un quart d'or, c'est complètement fou, parce que ça a une volatilité de 20%. Alors, les actions, c'est peut-être 15 ou 16, et puis les obligations, c'est 8-10. Et le cash zéro. Donc pourquoi aller mettre un quart d'un truc qui est à 20% et qui ne rapporte pas d'intérêt? Or, c'est la condition nécessaire pour stabiliser ce portefeuille. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous n'atteignez jamais ça. Vous n'atteignez jamais ça. Un petit quiz, qui est-ce qui a 25% d'or dans ton portefeuille? Moi. Et d'ailleurs, si vous êtes le contrarien des contrariens, vous pouvez dire oui, mais si Bitcoin a vocation à prendre une part significative du rôle de l'or, puisque c'est une monnaie en preuve de résultat décentralisée, et comme Bitcoin c'est, on va dire 1 trillion de market cap et que l'or c'est 15 millions, dans votre 25%, vous mettez 1/15 de Bitcoin. Parce que le 15e, il va peut-être vous faire la culbute. Ce qu'il faut surveiller sur le Bitcoin, c'est le cône de baisse de la volatilité. Parce qu'au fur et à mesure que le Bitcoin est accepté, la volatilité va baisser. Et quand la volatilité sera la même que celle de l'or, vous pourrez dire, ça y est, c'est fini. Il sera adopté. Il sera adopté. Et en attendant, vous pouvez prendre tout le spread et 1/15 de 25%, ce serait dommage de s'en priver. Oui. Alors ça,